Face à la remise en question de nos modes de vie traditionnels, des hommes et des femmes ont fait le choix de rompre avec le système en place pour créer un monde à leur image. Curieuse de découvrir ces vies loin de la norme, j'ai décidé de partir à la rencontre de ceux pour qui le bonheur rime avec autonomie. Mes interrogations sur la question de l'autonomie m'ont toujours amené à un principe simple. Cette démarche consiste à sortir d'un système contrôlé pour définir ses propres lois. Réflexion d'ordre philosophique, je me demande comment celle-ci peut être appréhendée par les plus jeunes. C'est alors en suivant le fil de mes recherches que je découvre un jour une toute nouvelle approche de l'éducation. Ce soir, j'aimerais d'abord adresser un immense merci à nos ancêtres philosophes des Lumières. Les hommes naissent libres et égaux en droit, perso j'adore. Eh bien ce soir, je suis venu proposer cette idée qu'on accorde également ces libertés fondamentales aux enfants. Et je vais vous raconter pourquoi j'ai fondé une école où les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent de leur journée. C'est une grande première en France. Elle s'appelle l'École Dynamique et elle a ouvert ses portes à Paris dans le 13e. Au cœur de Paris, il existerait donc une école qui permettrait aux enfants de grandir de manière autonome. Direction la capitale, je dois en savoir plus sur ce lieu et l'homme qui l'a fondé. Tous les matins et tous les soirs, quand tu arrives, tu prends un stylo en fait, et tu dois te marquer à l'heure où tu es arrivé en fait. Le ton est donné. J'abandonne mes idées reçues sur l'éducation au vestiaire. Je n'ai maintenant plus qu'à me laisser aller à la visite des lieux. Dans une ambiance aussi joyeuse que sonore, me voilà propulsée au cœur d'une improbable ruche d'activités pour enfants et adolescents. J'ai vraiment du mal à croire ce que je vois. Tous mes concepts fondateurs sur l'éducation volent en éclats. Eh, dites donc, mademoiselle, on est bien dans une école ici? Oui. Mais où sont tes salles de classe? Il n'y en a pas. Tes professeurs? Non plus. Bah, t'apprends bien à lire? Non. À compter? Non plus. La géographie, l'histoire? Non. Bah, vous avez bien un programme, un emploi du temps, des horaires? Non, il n'y a pas de tout ça. Bah, c'est bien une école ici? Oui, c'est une école, mais on fait ce qu'on veut. Cette approche de l'école a de quoi surprendre. Initiée en France par Amine Farangui, cette idée semble pourtant avoir déjà séduit un large public. Bonsoir à tous. Merci d'être là, d'avoir répondu à l'invitation. Voilà, ce soir, c'est une célébration de notre 4e rentrée ici, et puis la célébration de la sortie de mon livre. Alors moi, j'ai grandi avec une éducation tout à fait conventionnelle. J'étais un heureux premier de la classe, valorisé par le système. J'ai fait l'école centrale Paris et l'université de Cornell. J'ai ensuite travaillé pour le Boston Consulting Group, qui est reconnu comme une des sociétés très prestigieuses en conseil, en direction générale d'entreprise. Et à un moment donné, voilà, j'ai eu le déclic que j'étais pas du tout à ma place, que en fait, j'aspirais à réellement faire bouger les choses dans ce monde, dans une direction plus éthique et plus écologique. Et en même temps, être vraiment plus au contact du réel et pas perché dans cette stratosphère. Et puis, de fil en aiguille, je reviens à mes rêves d'enfant, où en fait, je voulais devenir prof. Je me suis dit, bah ouais, l'éducation, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et peu à peu, tout ça, ça chemine en moi. Et à Paris, voilà, en plein cœur de la France, ça me parlait de créer une école tellement visible et qui rayonnerait tellement que, en fait, en France, on se rendrait compte, ok, y a pas forcément, les programmes scolaires ne sont pas forcément incontournables, l'école n'est pas obligatoire, on peut faire complètement autrement et jouer toute la journée et tout ira bien. Ça, c'est le message que j'avais envie de transmettre en créant une telle école.
Le concept existe déjà depuis 50 ans aux États-Unis, ça s'appelle Sudbury Valley School, dans le Massachusetts. Et nous, on est directement inspiré de ce qu'ils ont fait, et puis on fait la même chose ici. Le principe, donc, c'est une école sans beaucoup de choses, voilà, sans cours, sans prof, sans contraintes imposées aux enfants. Enfin, les enfants, en fait, ont le pouvoir total sur leur propre vie, pour faire leurs propres choix, non seulement sur les domaines qu'ils ont envie d'apprendre ou étudier, mais même surtout les choix qu'ils font dans leur vie, ce qu'ils mangent, ce qu'ils font, quand, où, avec qui. Et donc ils peuvent jouer autant qu'ils veulent, ils peuvent converser avec les autres autant qu'ils veulent, et d'ailleurs ils passent la plupart de leur temps à faire ça. C'est une sorte de déclaration d'indépendance de l'enfant. Je suis pas sûr que ça déclenche le coup d'État quand même. Mais là, t'as bien dit. Tu prends d'assaut le Parlement avec la rien. police. C'est pas genre tu dis bonjour, ouais, gros, ouais, tu fais passer. la police. C'est pas le 49.3, hein. Oui, non, mais Là, c'est la police que tu utilises. Hein. Et en même temps... Comment toi tu définirais les grands principes de cette école? Je dirais il y a la liberté, parce qu'on est clairement libre de vivre et de faire ce qu'on veut. L'égalité, parce que qu'on soit enfant de 3 ans ou adulte de 40 ans, on a le même pouvoir et notre voix a le même impact. Et le respect, parce qu'on est principalement dans le respect des autres. Comment ça se passe l'apprentissage ici? On apprend par nous-mêmes, donc c'est de l'apprentissage autonome. C'est-à-dire que tout vient de notre motivation à nous et de ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que si moi je veux faire de l'histoire géo, en fait, je vais voir avec d'autres personnes autour de moi s'ils sont intéressés pour faire de l'histoire géo, et on va pouvoir créer un club histoire géo. Jamais personne va venir nous dire fais ça et lis ça pour faire ça. On peut ne pas apprendre par les cahiers ou les livres comme on apprend dans le système classique. En fait, chacun apprend à son rythme et comme il a envie, quoi. Il n'y a pas d'examen obligatoire, mais on reste une école reconnue par l'État. Donc oui, on peut passer des examens en étant dans ces écoles. J'ai jamais appris autant qu'en 3 ans dans cette école, alors que j'ai passé 16 ans dans le système, 15-16 ans dans le système classique. Donc c'est cool d'être là. Il a insulté Vivien et Ulysse. Le rôle des adultes encadrants est ici simplement de veiller au respect entre tous les membres de l'école. Ensemble, ils établissent les règles et sanctions qui régissent le lieu. Un jour, qui est pour silence en salle commune, qui est pour chuchotement en salle commune. Les gars, je tiens à vous dire que Ok, et qui est pour silence en cuisine plus interdiction en salle commune. Qui inclut la cuisine pendant 1 JDP. Plus qu'une pédagogie alternative, le principe d'apprentissage autonome m'apparaît comme une forme d'école de la vie et du vivre ensemble. 3 ans seulement après la création de cette première école à Paris, une quarantaine d'établissements similaires ont vu le jour sur le territoire national. Fort de ce succès, Ramin a très vite souhaité porter ses rêves de liberté et d'autonomie bien au-delà des murs de l'école. Moi, je rêvais de créer un village qui intégrerait toute la vie en son sein, et que chacun, quel que soit son âge, quelque part du nourrisson jusqu'au vieillard, fasse vraiment ce qu'il aime faire de sa vie et contribue à la construction de ce collectif à sa manière. Et une fois que je l'ai rêvé, on l'a réalisé avec donc 3 autres cofondateurs de l'école. En moins d'1 an, on a trouvé un lieu, on a rassemblé des personnes qui étaient aussi folles que nous, et on s'est lancé dans cette aventure. Le rendez-vous est donné. Je quitte immédiatement les pavés parisiens pour rejoindre le sud de la France. Si ce village dont parle Ramin est aussi novateur que l'école qu'il a fondée, alors je suis impatient de découvrir cette folle aventure. J'arrive aux portes du village, l'endroit paraît désert. La bienveillance des lieux m'invite à démarrer seule la visite. Il y a quelqu'un? Pas de doute, je suis au bon endroit. Me voici à nouveau dans l'univers des enfants. Au cœur d'une nature puissante, je découvre une magnifique demeure dans laquelle je retrouve Ramin.
Ici, on est au village de Pourgues, un village au cœur de l'Ariège, dans la vallée de la Lèze, où le concept fondateur est tourné autour de la liberté individuelle, que chacun puisse être qui il est et faire ce qu'il a envie de faire tout au long de la journée. Ici, on est prêt à tout remanier et à repenser la société, à repenser le monde, à repenser notre vie ici selon notre propre réflexion. Donc on arrive, on voit cette grande bâtisse là, on voit même une piscine et on se dit waouh, c'est sympa l'autonomie ici quand même. C'est ça, on a récupéré quelque chose de l'ancien monde mais qui nous a permis de nous installer et d'être directement actifs pour, on va dire, développer le nouveau monde. Ce nouveau monde, ce sont près de 25 personnes, adultes et enfants confondus, qui le construisent jour après jour. Chacun a ici imaginé son propre habitat et amené avec lui son histoire, ses activités et aspirations personnelles. Mais dans cette aventure collective, c'est avant tout la construction d'un projet de vie en groupe qui est chaque jour mise à l'honneur. Quelle est ta définition du vivre ensemble? Alors, il y a, je dirais, un principe. On a 3 pages de règles, mais en fait qui déclinent toutes d'un principe unique qui est le respect de l'individu, donc le respect de la liberté individuelle. Par exemple, la première tentation est assez facile dans une grande colocation comme la nôtre, de partager de manière égale certaines tâches de jardinage, de ménage, même de construction. En fait, on pourrait tout partager de manière égalitaire. On préférait que spontanément, chaque personne soit sensible aux besoins du groupe, à ses besoins propres. Cette personne, elle va se dire, oui, tiens, je trouve que c'est important de faire telle et telle chose pour que cette communauté vive et se développe. Mais pas parce qu'on lui a dit qu'il faut que. C'est une notion que moi je relie à la notion de pouvoir et du coup à la notion de démocratie. Et sans prétention aucune, je pense qu'ici, on pratique vraiment la démocratie dans son ultime logique. Ici, on essaye vraiment d'aller jusqu'au bout de cette logique et de rendre aux enfants et aux adultes totalement le pouvoir sur leur propre vie. Alors, pour la validation du rapport du dernier Covid, qui est pour? Donc il est validé. Ensuite, on passe aux annonces. Quelles annonces? Alors, ce que je voulais dire, c'est... j'aurais besoin de la voiture de Liliana la semaine prochaine, comme je prête la Twingo aux gens qui sont en croque-mont. Trouver le bon équilibre entre liberté individuelle et vie collective est l'objectif partagé par tous. Pour y parvenir, l'outil central de l'expression démocratique s'appelle le Conseil du village. Je vais organiser une réunion pour ma formation permaculture et démocratie mercredi prochain. Mercredi qui vient. 2 fois par semaine, chacun peut ici s'exprimer librement pour faire évoluer les règles du jeu de manière égale, adulte comme enfant. Moi, je découvre. Ça s'appelle on explore, on apprend. Et donc, on pourrait essayer de se mettre tous d'accord, si on est d'accord, de ne pas porter d'appel. Fini. Ancien intervenant à l'école dynamique, très attaché aux principes fondateurs de la pleine démocratie, Johan a également participé à la création de l'éco-village. J'ai grandi en Afrique et j'ai toujours grandi au contact de grandes familles élargies. Et à partir d'un certain âge, je suis arrivé en France et j'ai découvert ce que c'était que la peur de l'inconnu en fait. Ne parle pas à un tel, on ne sait pas qui c'est, ne parle pas à celui-ci, ne fais pas confiance à un tel, si tu n'as pas de bonnes notes, tu ne réussiras pas dans la vie. Et que des menaces comme ça, en fait, pendant des années, j'ai subi ça, j'ai subi des menaces de tout mon environnement. J'ai fini mes études à Paris, j'avais commencé à bosser en entreprise et j'ai rencontré Ramin. Et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai aidé ce projet-là parce qu'il me parlait en fait, parce que je reconnaissais en fait dans cette philosophie quelque chose que j'ai toujours essayé de rechercher quand moi j'étais plus jeune. Et donc à partir de là, j'ai commencé à... J'ai tout lâché, du jour au lendemain. Et petit à petit, il y a eu cette idée de créer un éco-village et carrément en fait
exporter le modèle sur lequel on était dans les écoles vers un collectif de vie, quoi. C'est l'exploration la plus poussée que j'ai pu voir de la liberté individuelle, quoi. Et cette liberté individuelle permet le collectif, ça permet d'être bien dans ses bottes, et être bien dans ses bottes, ça permet aussi de le partager avec d'autres, et l'envie, ça donne envie de le partager. On redevient complètement l'acteur principal de sa propre vie. Dans cette vie simple, et comme la plupart des membres du collectif, Johan assure son autonomie financière en conservant une petite activité professionnelle. En amoureux de la nature, cette activité exercée sur le lieu de vie du village lui permet de profiter pleinement de son temps libre. Tout comme Johan, devenir l'acteur de sa propre vie était une chance que Marjorie souhaitait aussi accorder aux enfants dès leur plus jeune âge. Institutrice des missionnaires de l'Éducation nationale, également cofondatrice du village, c'est auprès de Ramin qu'elle a choisi d'offrir cette chance à leur petit Zeya. Quelques mots, c'était quoi le projet? C'était la liberté. Accorder la liberté à tous, quel que soit son âge, quelles que soient ses aspirations, ses compétences, et peu importe. Donc voilà, c'était vraiment notre valeur première, en fait, à partir de laquelle toutes les autres découlent. C'était avec un point de vigilance pour les enfants, parce qu'on estime qu'ils ne sont pas libres aujourd'hui. De mon point de vue d'enfant et d'adolescente, je trouvais que les adultes étaient aigris, moroses, en colère, voilà, plus de spontanéité, alors que j'observais que dans le monde des enfants et des adolescents, c'était plutôt c'était la joie, la fraîcheur, la curiosité, voilà, tout ça qui animait ces personnes de cet âge-là. Et donc j'avais envie de savoir qu'est-ce qui se passait d'une phase à une autre, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu être enseignante. Et puis j'en ai conclu que c'était le système scolaire qui nous transformait comme ça. J'avais pas du tout cette liberté et ce respect que je cherchais, à la fois pour les adultes et les enfants. Donc je l'ai quitté, j'ai démissionné. Et ici, on avait vraiment envie que ces personnes-là soient considérées de la même façon, en fait. Ce souci permanent du bien-être de l'enfant, Marjorie le partage avec Elfie, elle-même maman d'Iris et Isaiah. Ici, adultes comme enfants, tout le monde a droit à la parole. Tout le monde a droit à la parole, et tout le monde a les mêmes droits, en fait. À partir du moment où tu peux assumer la responsabilité qui va avec une liberté, tout le monde est sur un pied d'égalité. Et d'ailleurs, on a dans le règlement intérieur une règle qui s'appelle agisme, et on l'a utilisée plusieurs fois. L'agisme, c'est un mot qui entrera un jour dans le dictionnaire, ça n'existe pas encore, comme le sexisme est un mot qui a été inventé à un moment donné, et le racisme aussi. Et l'agisme, donc, c'est tout ce qui concerne les discriminations par l'âge. Ça va dans la vie de tous les jours, qu'un enfant qui n'a pas faim, tu vois, ça ne me viendrait jamais à l'idée de te forcer à manger quelque chose ou à mettre un pull alors que tu n'as pas envie. Mais ça, encore, c'est soft. Donc, mon but, c'est de faire confiance, aussi de leur montrer que j'ai confiance en eux, avec tout ce que ça comporte aussi dans la valeur de notre lien et dans la façon dont eux ils se construisent aussi. Et puis voilà. Ouais. Et de lâcher, c'est clair, sur plein de trucs. Les écrans, les bonbons, les machins, ça, c'est souvent les sujets qui reviennent, l'argent, qui sont tout à fait influencés aussi par d'autres influences que nous ou que moi. Par exemple, Isaiah fait du hip-hop, ou Iris fait de la danse. Bon, voilà, il y a les copains à droite et à gauche. En fait, on n'est pas coupé du monde, finalement. On est vraiment dans le monde aussi. Et c'est pas du tout, évidemment, un but que de les surcouver ou... Au contraire, moi j'ai envie qu'ils soient à l'aise dans ce monde-là, donc il faut qu'ils le connaissent aussi avec tous ces codes et voilà. Ça. Ok. Il y a des grands morceaux là. Parce qu'elle bouscule nos concepts fondamentaux sur la transmission et le rôle des parents, cette approche de l'éducation a de quoi intriguer surtout les plus conservateurs. Heureuses de partager leur expérience, Marjorie et Elfie accueillent ainsi régulièrement de jeunes parents en plein questionnement. Je suis enseignant à l'Éducation nationale, je suis instituteur, j'étais directeur, ça fait 22 ans que je suis dans l'Éducation nationale, bien dans l'idéologie, on va dire, Éducation nationale,
enfants de parents qui étaient enseignants aussi. Donc voilà, on répète un petit peu tout ce que j'ai vécu dans mon enfance. Donc voilà, je suis allé à l'initiative de Jessica et puis je suis ouvert, découvrir un petit peu comment est-ce qu'on peut éduquer, on va dire, différemment dans un lieu bien particulier où l'enfant effectivement est mis au centre de tout, quoi. Après, vous créez votre village, vous créez votre fonctionnement de façon démocratique. Là, on va apprendre à découvrir ça. Enfin, pour faire c'est une expérience. On n'a pas des certitudes, on est là dans l'expérience, dans la découverte, dans la recherche. Effectivement, c'est très riche. Après, je ne vais pas utiliser le mot cobaye. Enfin, vos enfants, voilà, ils vont suivre le choix de ce que vous avez fait pour eux, quoi. Voilà, c'est un choix que vous faites pour eux, quoi. De toute façon, quand tu les mets à l'école, c'est un choix aussi. Ils sont cobayes sur le principe. Donc, dans tous les cas, que tu fasses n'importe quel choix, quand ton enfant il a 2 ans, bien sûr qu'il subit le choix de ses parents. Je pense qu'effectivement, permettre aux enfants de faire des choix, d'être autonomes, de leur laisser le libre arbitre depuis le départ, de les laisser s'enthousiasmer pour quelque chose, ça fait des adultes forcément différents. Parents soucieux d'offrir la meilleure éducation à leur fils, Émile et Jessica sont venus au village de Pourgues avec la curiosité de découvrir le concept d'apprentissage autonome. Parce qu'elle interroge en profondeur la définition même de l'éducation, la découverte de cette nouvelle approche va leur demander plusieurs jours d'observation. Un séjour qui va aussi leur permettre de partager les joies de la vie en collectivité. Conscients d'incarner une approche toute particulière de l'éducation comme de la vie en communauté, les membres du collectif saisissent chaque opportunité de partager leurs idées avec le plus grand nombre et parfois bien au-delà des murs du village. On a beaucoup de plaisir à venir sur ce marché, en fait on y est tous les dimanches. Donc du coup on s'est dit pourquoi pas tenir un stand, en plus on est nombreux. Ça paraissait logique. La présence sur le marché permet d'une part de faire connaître les activités du village à la population locale, mais la vente d'artisanat et autres objets made in Pourgues représente également une source de revenus non négligeable pour tous ses membres, les grands comme les petits. Les poires qui sont un peu vertes, ça va si je les laisse mûrir un peu? C'est mieux. C'est mieux, C'est un bon client alors, monsieur? Oui. Oh là, lui, c'est grave. C'est pas rien que pour moi, mais tous les commerçants en bio. T'as le permis ou pas? On organise un petit temps de discussion sur le marché parce qu'on avait envie de faire ça, de créer un moment de rencontre, d'échange avec les gens sur les thèmes qui nous passionnent, parce qu'en fait on a tout le temps un peu envie d'en parler. On fait plein d'immersions chez nous, les gens viennent nous visiter, c'est bien, mais on avait envie de proposer un peu ces thématiques sur la place publique. On l'a appelé Agora Pop. Fallait trouver un nom, on a trouvé un fun, Agora populaire. Agora, ça avait l'air d'être trop intello pour certains, alors on a mis Pop. C'est le moment de l'Agora Pop pour venir discuter une demi-heure d'un sujet qui nous concerne tous. Aujourd'hui, c'est peut-on apprendre sans enseignant? Voilà, on est au frais à l'herbe, c'est voilà, un petit échange d'ouverture d'esprit d'une demi-heure, si ça vous dit. Donc c'est une discussion qui va durer une demi-heure en gros, quoi. Tous les points de vue sont les bienvenus et permettent d'enrichir notre réflexion commune par rapport à tous ces sujets. Ok, Ramin. Alors je pense que oui. On peut apprendre beaucoup de choses sans enseignant, comme marcher, parler. On a tous appris à marcher, à parler sans enseignant, par exemple. Moi, personnellement, depuis plusieurs années, je suis allergique aux enseignants. J'ai fait du piano forcé pendant 15 ans avec un enseignant et du coup, j'ai pu toucher une touche
pendant 10 ans et c'est que depuis quelques années que j'ai envie de réapprendre le piano mais toute seule et surtout pas que quelqu'un me montre une partition et me dit c'est comme ça, je suis allergique. Et moi je fais du piano avec un prof qui s'appelle Vincent. Je trouve que sans lui, avant j'essayais d'apprendre avec des tutos ou toute seule et je trouvais que j'arrivais pas trop et avec lui j'ai réussi à apprendre plusieurs morceaux. Je me poserais plutôt la question, est-ce que cette personne, dans ce moment-là, est-ce qu'elle répond à une question que j'ai déjà à l'intérieur de moi ou pas? J'aime bien l'idée aussi d'être confrontée à quelque chose qui me bouscule. Par exemple, un adulte qui m'imposerait des choses, qui n'aurait pas une pédagogie adaptée pour moi, ça me permettrait de dire « Ah oui, ça, moi, je veux pas ». Et de passer par une confrontation, je trouve que ça crée aussi, ça te fait grandir, ça te fait t'épanouir. Et je pense pas que ce soit toujours négatif en fait. Et voilà, c'est la fin, on a débordé un tout petit peu. Merci à tous d'être venus. On n'imagine pas à quel point un enfant peut mettre en place des stratégies mais hyper pertinentes, tu vois, pour arriver à son objectif. Et par exemple, concrètement, Iris, elle a 5 ans et demi. Elle me demande ou elle demande aux personnes autour de lui dicter des mots, par exemple pour écrire des cartes postales à sa copine ou je sais pas quoi. Elle fait sa tambouille interne en fait et elle est vraiment en train d'apprendre à lire, à écrire. Elle sait déjà écrire beaucoup de choses et lire beaucoup de choses. Et au fur et à mesure des besoins qu'on a, finalement les compétences arrivent. Et en fait, comment ça s'écrit? Je. J-E. Alors, un J. Et comment ça s'écrit? De coloriage. Sinon, tu peux écrire jeu de coloriage. On se rend pas compte, je crois, moi je me rendais pas compte à quel point le fait qu'il n'y ait pas de pression extérieure comme ça, d'attente, de rapport d'autorité, de domination et tout, ça peut permettre à un individu, et d'autant plus à un enfant, de se construire de manière tranquille en fait. On les voit s'épanouir, sans pression, et devenir vraiment eux-mêmes, et ça c'est génial. Oui, il faut vraiment avoir parce qu'on va attendre de lui. On va avoir une grande confiance dans l'enfant, quoi. Une grande confiance dans sa capacité, une grande confiance dans... Ne serait-ce que vis-à-vis de tes parents qui sont en même prof, ça pourrait être compliqué, non? Ça pourrait, effectivement, oui. Tu te sentirais capable d'assumer ça, quoi. Je sais pas encore, oui. Après, c'est mon fils, donc c'est pas le leur, mais... c'est ma vie, mais c'est vrai qu'il y a ce poids-là qui est important aussi. Je pense que c'est même pas qu'inconscient, c'est conscient de dire un peu quel va être le regard par rapport à ça, quoi. Le regard de l'autre, la pression sociale, la tradition sont autant de freins qui peuvent se présenter à chaque personne dans une dynamique de changement. Des blocages qui peuvent être d'autant plus importants que l'on touche ici au domaine très contrôlé de l'enseignement. Comment ça se passe avec l'inspecteur? Parce qu'il vient vous voir de temps en temps, c'est ça? Alors, oui, il y a une inspection par an, un contrôle pédagogique, en fait. Et en fait, nous, c'est une inspectrice à qui on a eu affaire jusque-là, plutôt anti-école à la maison, parce que beaucoup de peur, voilà. Et on y est allé extrêmement ouvert à partager sur notre démarche et pourquoi on avait fait le choix des apprentissages autonomes et que c'était pas une lubie comme ça, quelque chose qui est... tu vois, qui vient de nulle part, en fait. Et du coup, ça l'a vachement détendue et elle nous a donné un avis favorable, alors que, si tu veux, on n'avait aucun cahier, rien, quoi, aucun support, et qu'au début, c'était inenvisageable pour elle de faire ça. Du coup, il y a certaines demandes qu'on a fait qui ont créé débat au sein de l'institution, au niveau de l'interprétation de certaines lois, par exemple. Et du coup, ouais, ça fait bouger, ouais. Toi, la maigrichonne! Qu'est-ce que tu fais? Dégage de mon passage! Maigrichonne. C'est juste pour faire semblant. Découvrir un mode de vie qui offre pleinement la liberté aux adultes comme aux enfants ne peut laisser personne indifférent. Que l'on soit pour ou contre, faire l'expérience de l'apprentissage autonome aura toujours pour bénéfice de remettre en question ses propres convictions.
aucune déception, hein. Je ne suis pas déçu, bien au contraire. Hein. Enfin, vous êtes vraiment convaincus et puis c'est quand même rassurant de voir que, voilà, que ça peut marcher. Ça peut marcher. On a encore 1 an pour réfléchir à notre choix. Comment est-ce qu'on peut élever, en tout cas éduquer Alban au niveau de ses connaissances, voilà, de façon à ce que ça lui corresponde vraiment, quoi. Hein, l'idée étant qu'on en fasse un enfant heureux, un enfant joyeux, un enfant bien intégré dans la société. Ça a été une grande ouverture, en tout cas pour moi, d'être venu ici, quoi. L'immersion d'Émile et Jessica se termine ici. Au-delà de la découverte d'un nouveau mode d'éducation, ce séjour leur aura permis d'entamer une réflexion plus large sur les choix de vie alternatifs. Voilà, on est en train de faire une petite construction, un bar, un petit bar, un resto, pour danser, pour faire la fête. Et donc là on fait de la petite charpente là. Faut pas que ça touche. Je trouve ça vraiment chouette, c'est clean, il n'y a pas trop d'infos, on voit bien quoi, ça donne envie. Et donc messieurs, vous êtes en train de faire quoi là? Nous allons envoyer une newsletter pour faire la promotion de la guinguette de Pourgue. La guinguette de Pourgue. Gros événement, c'est ça. L'événement qui lance vraiment notre activité économique aux yeux du public ariégeois et aux alentours, quoi. On veut vraiment que ce soit cette image-là. Après ça, bah voilà, on est officiellement ouvert au public, il va y avoir plein de trucs, etc. C'est l'acte de naissance. Voilà, on le veut comme un acte de naissance. Et mettre la barre aussi assez haute pour montrer qu'ici on fait des choses assez pro et qu'on n'hésite pas sur les moyens. Chouette. Lentement, au rythme des envies et apprentissages de chaque membre du village, la folle aventure rêvée par Amine se construit jour après jour. Une aventure humaine unique, faite d'échanges, de partage, et qui redonne pleinement son sens à la notion de solidarité. C'est une propriété collective et en fait personne n'est propriétaire de rien ici, on est juste des usagers du lieu. Chacun met à disposition de ce lieu ce qu'il veut, ce qu'il sent être juste en termes d'argent, d'investissement et d'énergie. Et il n'y a aucun contrôle qui est appliqué sur « Ah, est-ce que toi ou toi vous avez donné suffisamment ?» Non, on a de tout ici, oui, on va dire du financièrement privilégié que je suis, jusqu'à des personnes qui n'avaient aucune épargne et qui ont quand même pu accéder à ce projet. Donc la même logique qu'on a appliquée pour l'investissement initial, on l'applique aussi pour la vie de tous les jours. Et il y en a qui mettent 250 € par mois, d'autres qui mettent 2000 € par mois. Donc c'est vraiment ça toute la fourchette. Quand on met ce pot commun tous ensemble, bah, ça suffit pour financer la base ici. Le principe, c'est que chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut, indépendamment de ses revenus. Personne n'a rien à lui dire. Exactement. Puis ça fonctionne bien pour l'instant. Et ça, c'est jamais sujet à un commentaire, une frustration. Ouais, c'est marrant, je crois qu'on s'est mis d'accord pour se pas trop, hein, pour l'instant il n'y a pas eu trop de conflits par rapport à ça. Moi je sais qu'il y a un moment j'ai été dérangé par l'attitude d'une personne, parce qu'à l'époque j'avais encore un peu du mal à accepter de voir quelqu'un, j'avais l'impression, je jugeais que cette personne ne faisait pas grand chose, et qu'elle consommait, qu'elle amenait pas beaucoup de fonds et tout ça, et ça m'agaçait. Comme quand on est agacé ou énervé ou n'importe quoi, ben, on s'en responsabilise ici. Donc je suis allé discuter avec elle en fait. Et notre client d'ailleurs s'est vachement resserré grâce à ça, parce qu'on a pu se parler vraiment cœur ouvert quoi. À la fois soucieux de maîtriser leur budget comme d'agir en consommateurs responsables, les membres du collectif ont à cœur de se rapprocher de producteurs locaux dont ils partagent les valeurs. Je suis paysan boulanger
C'est-à-dire que je cultive la céréale, j'ai une 40aine d'hectares en bio. Et avec cette céréale, je fais de la farine, j'ai un moulin, j'ai mon propre moulin. Et une fois par semaine, je fais le pain. Du coup, pain en levain cuit au feu de bois en bio. C'est un métier à multifacette, quoi. Il y a un jour où je vais faire la mécanique, il y a un jour où je vais faire de la farine, il y a un jour où je vais faire du pain, il y a un jour où je vais faire du bois, il y a un jour où je vais moissonner, il y a un jour où je vais faire des papiers. Bon, c'est ce que je préfère le moins. Mais voilà, quoi. Moi, c'est pour ça aussi que je le fais, quoi. Ton métier, Simon, existait en fait quand je suis venu m'installer en Ariège, et ça m'a pas mal enthousiasmé de savoir que ça existait, paysan boulanger, qu'il y a quelqu'un qui fait tout de A à Z. Et ouais, c'était une des belles découvertes depuis que je suis arrivé ici, quoi. Et on se régale avec ton pain toutes les semaines. Donc. Bonnes vacances alors. Ciao. Forcément, quand on voit votre vie, bah, ça fait super envie, quoi. Mais on peut pas tous vivre comme ça. En plus, aujourd'hui, dans une situation mondiale où la population urbaine dépasse largement la population dans les campagnes, à l'heure où il faut bien des gens pour produire vos téléphones portables, vos ordinateurs, vos frigos, vos vêtements, comment on peut faire avec tout ça ? Ouais, alors c'est clair, ça poserait, je pense, énormément de problèmes si ces 7,5 milliards de personnes se déménageaient tous à la campagne demain. Je pense que ce serait pas faisable, quoique je sais pas. Et le tout, c'est de revenir en fait finalement à ce que on disait même dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire à s'efforcer d'aller considérer l'individu avec tout le respect qui lui est dû, et c'est-à-dire de pas décider à sa place de ce qu'il va faire dans ce monde. Et du coup, même les téléphones portables et les frigos et tout ça seront en tout cas conçus et fabriqués d'une manière qui sera plus respectueuse de l'individu. On n'aura plus besoin de mettre des centaines de millions de personnes en esclavagisme pour faire tout ça. Il y a un moment donné, trouver la connexion avec le reste de l'humanité, ça va aussi se faire avec cette prise de conscience et cette prise de responsabilité globale, et qui va nous amener à davantage réparer, moins acheter de déchets, donc moins en déverser dans la nature. Avoir un modèle de consommation et de production qui fera qu'on pourra en fait durablement vivre ensemble sur cette planète. Et là-dessus, je dirais que c'est le seul point sur lequel je suis assez pessimiste. J'ai l'impression qu'en fait, on fonce tout droit vers l'effondrement et qu'il n'y a pas de machine arrière possible, que cette prise de conscience n'est pas encore là. Et je ne sais pas ce dont les gens ont besoin pour se rendre compte. Genre, est-ce qu'on doit aller jusqu'au dernier arbre et jusqu'à la dernière espèce vivante qui est présente sur cette planète ? Parce que c'est complètement absurde de continuer ces comportements-là, mais je constate qu'ils se poursuivent. On a tous ici comme centre d'intérêt commun qui est assez fort, la recherche de résilience, d'autonomie et d'écologie. Et j'ai confiance que chacun est sur son chemin et qu'on va progresser vers ça. Cette quête d'écologie et d'autonomie est un objectif commun à tous les membres du village. Mais la plupart d'entre eux ayant connu un passé urbain, le retour à la terre demande pour certains de passer par une phase d'apprentissage. Comme quand je dis que les tuteurs ils sont pas assez forts pour tenir des tomates et qu'on me dit non. Ou alors on en remet un. Tu vois, il faudrait remettre un truc pour renforcer tout ça. Après une expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment, c'est en citadin en quête de sens et adepte de la permaculture que Jérôme a rejoint l'aventure il y a quelques mois. Alors j'avais déjà un petit peu exploré certains... J'avais commencé à approcher l'autonomie, l'autosuffisance, savoir me gérer par moi-même avec très peu de moyens. Donc tous ces trucs-là, je suis arrivé ici, j'ai tout de suite été un peu le... J'ai fait le lien technique avec la prise en main d'un lieu comme ça, parce que c'est quand même assez énorme. Donc j'avais un double challenge là, enfin challenge et plaisir quoi, d'aller pouvoir enfin explorer la permaculture techniquement et avec les autres. Donc il y a bien sûr une notion de diminuer tout le temps notre impact écologique et d'être de plus en plus autonome. Donc ça peut aller peut-être plus tard à avoir des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes faites maison. Enfin on peut aller très loin, aller chercher des choses comme ça. Avoir un gros travail aussi, c'est de travailler sur nos consommations. Donc évidemment beaucoup moins consommer la planète. Déjà ça nous aidera à pas avoir besoin
de trouver de la ressource pour satisfaire ces besoins qui ne sont pas nécessaires. Ah, tu vois, dès qu'il y a une fleur comme ça, ouais. Moi je crois que je suis mieux avec ça. Mais en fait, il faut éviter qu'il arrive à graines, donc quand tu commences à tailler, même toutes les graines. Bon, là, c'est suffisant, hein. Tant pis. Ce matin, j'avais envie de faire ça. Je me suis levée, je suis allée récolter un peu une sorte d'assortiment de petites. J'avais envie de feuilles, en fait, de feuilles de plantes sauvages ou pas dans le jardin pour les mettre ici à disposition pour la cuisine. On peut ajouter. Tu vois, aux préparations de salade qu'on fait, par exemple. Parfois, c'est des feuilles qui sont un peu fortes, donc c'est bien de les mélanger, justement. Puis ça donne une idée au fur et à mesure de... quand on croise une plante comme ça, ensuite de la reconnaître et puis de la récolter sur le chemin. Même si moi, j'en connais pas énormément, j'aime bien, en fait. Ouais. Qu'elle concerne l'alimentation, l'énergie, le bien-être ou la santé, la quête de l'autonomie passe par un apprentissage essentiel, le repositionnement de l'homme dans son élément premier, la nature. On a envie de se reconnecter avec cette nature et on voit à quel point c'est pas facile parce qu'on n'a pas du tout grandi dans la nature, on est déconnecté. Et donc ça demande un travail sur soi en fait, parce que rapidement on peut être... on a des habitudes qui reviennent facilement en fait, d'aller chercher à l'extérieur pour avoir ce dont on a besoin, d'aller consommer, d'acheter. Il y a quelque chose qui est quand même engrammé en nous depuis presque 30 ans pour la plupart d'ici. On a tous entre 27 et 50 ans. Donc c'est des dizaines d'années de programmation où on consomme, où on est sur du bitume, où on est... Et là, ouais, il y a quand même une adaptation, une envie forte et en même temps une transition qui se fait lentement parce qu'on la connaît pas cette nature en fait. Oui, elle est en train de couver ses œufs. Et au fur et à mesure, le corps se réouvre en fait à la nature et voit le froid et la pluie comme quelque chose de sain en fait. Une vie plus vivante en fait. Ouais. Le deuxième truc, c'est comment on chemine. Donc transition, j'ai mis du temps à comprendre à quel point ce mot était central. Par exemple, nous ici, il n'y a pas d'obligation à utiliser des toilettes sèches. Il y a juste des gens qui, à un moment, se disent « moi j'ai envie de faire ça », qui s'y mettent et qui la construisent. Des gens pour qui c'était déjà une évidence avant. Moi j'avais déjà du mal à aller dans les toilettes à eau avant. Et petit à petit, il y a une culture qui s'installe, une invitation non verbalisée presque à de plus en plus aller vers ça. Et chacun à son moment, quand il va être prêt, il va se dire « tiens, ouais, j'arrête les toilettes à eau ». Puis on en discute, il y a tout l'informel aussi. Les gens partagent là où ils en sont. Et on se nourrit que par inspiration positive. En fait, à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui a réussi un peu comme un mur d'escalade, il y en a un qui est arrivé un peu plus haut à une autre prise, on se dit moi aussi je peux le faire. Et je crois qu'en nous permettant de vivre les choses avec enthousiasme ici, et ça nous facilite en fait la tâche. Alors là, on a transformé un urinoir, on a coupé l'évacuation normale et on a fait une dérivation pour remplir les bidons. Et après, on retire les bidons avant qu'ils soient trop pleins. Et on va les étaler sur des zones de culture, des haies, des arbres. Donc ça nous évite d'avoir à faire pas mal d'amendements autres. Et puis vu qu'on est nombreux, on en a pas mal. On n'étend pas l'urine sur les consommables, pas sur les tomates, pas sur tout ça. Voilà, pas sur ce qu'on va consommer en direct, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas le côté glamour. Mais j'ai l'impression que c'est un peu toi le monsieur pipi caca du village quand même, non? Ouais, qu'il y ait moins de mal à vivre ça, ouais, peut-être. Je ne sais pas. Et voilà. C'est fait, tout propre. On peut pas réagir. Là, il meurt. On a vraiment les
Très impliqué dans le projet collectif, Jérôme souhaite le voir évoluer vers l'autonomie alimentaire. Dans cet objectif, il accueille aujourd'hui les conseils de Benoît, spécialiste en permaculture. Et je pense que ça mériterait d'être beaucoup plus paillé pendant la période d'été. Mais... Bon, voilà. Ce sera à toi de nous faire des retours là. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, le sol, ça a l'air pas mal. Ça c'est fort mouillé quoi. Je sais pas quand est la dernière fois que ça a été arrosé. Bah, moi je trouve que c'est pas mal. Hein. Et donc là, ben, voilà, c'est la grande partie qu'on a décidé de clôturer. On a essayé de choisir ce qui avait l'air d'être pertinent, accessible aussi, mécanisable, assez plat, etc. On a essayé de retenir à terre. Donc on a fait un apport de fumier de cheval aussi, de paillage, pas mal. Et ça commence à avoir un peu de la gueule, je trouve. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est que tu as une zone de production de fertilité là, qui peut être aussi un passage. Et puis ça, tu le fauches et hop, tu le mets sur la parcelle et ça enrichit. Et donc ça appauvrit là, ça enrichit là. Ouais, et sur le long terme. Ouais. Ça va assez bien marcher. Hein. Ici, on voit que là, au départ, l'agriculture, c'est pas le thème central non plus donc, du projet. Donc, c'est quelque chose où il n'y a pas forcément déjà toutes les envies, tous les talents pour la mener. L'idée ici, ça va être plutôt de remplacer un pouvoir centralisé par des fonctionnements où on ne va pas accepter qu'il y ait une coercition, qu'on puisse imposer quelque chose à quelqu'un. Et moi, je pense qu'en fait, c'est le fonctionnement de base de l'humanité. On a connu ça pendant 7 millions d'années, pendant qu'on était des pré-hommes ou puis des hommes, des homo sapiens, etc. On fonctionnait comme ça. Et c'est très récemment qu'on a inventé d'autres systèmes. La vérité de la nature, c'est autogestion, égalité, interaction, sentir, répondre. Et on est fait comme ça dans nos tripes, quoi. Et donc, quand on a la chance de vivre dans un lieu comme celui-ci, eh bien, très rapidement, hop, on voit ça marche, quoi. Et puis alors après, on continue, quoi. Et donc, c'est une expérience fabuleuse. Je ne m'inscris pas en rupture, mais plutôt en continuité. C'est-à-dire, c'est aussi d'être allé aussi loin dans une forme d'inconscience qui fait que nous, on a tellement envie de conscience, quoi. C'est aussi d'être allé aussi loin dans la négation de soi, je dirais, dans ces rythmes de boulot, ces trucs, justement, de se fermer à cette joie intérieure. C'est ça aussi qui nous a donné envie, à un moment donné, de développer complètement autre chose et d'aller à contre-courant. C'est là qu'on s'est retrouvés tous et c'est pour ça que c'est beau. On regarde dans cette direction-là et vraiment on a envie d'être les artisans du changement, concrètement quoi. Et, on est quand même sur la même planète, dans le même temps, enfin je sais pas, donc pour moi on est quand même sur le même bateau quoi. Voilà. Ouais. Ouais, on va continuer de montrer que c'est possible. Moi, c'est mon intention. Continuer d'en jouir, d'en profiter vraiment. Parce que c'est ça aussi. Quand t'as pas un échantillon de bonheur sur toi, comment tu veux vendre du rêve? Donc voilà, prouver que nous, on est bien là. Et comme ça, les gens, ils nous voient, ils se disent « Ah ouais, non, d'accord. Ok, ils remettent plein de trucs en question, mais ils sont bien, quoi. » Quelque part, il n'y a que ça à retenir, quoi. Si nous, on est heureux en faisant ce qu'on fait, que ça inspire, ce sera génial. Toi, t'es heureux aussi, hein? Purée. Mon séjour au village de Pourg touche à sa fin. Le chemin des apprentissages autonomes m'aura mené jusqu'en ces lieux où adultes comme enfants évoluent librement, tous portés par la même joie de vivre, le même émerveillement. Dans un monde en plein questionnement, leur expérience nous offre à la fois un nouveau regard sur l'éducation comme sur notre projet de société. Conscients des enjeux écologiques et humains de notre temps, ces nouveaux artisans du changement militent simplement et en douceur pour une réintroduction de l'homme libre dans son élément naturel. Mon immersion sur les chemins de l'autonomie s'arrête ici. Reconnaissante et remplie d'un nouvel espoir, je réalise à quel point toutes ces rencontres m'auront simplement permis de vivre un apprentissage de la liberté.